sur Clapotis dans la série Histoire littéraire. Alors pourquoi connaître l'histoire littéraire est primordial? Eh bien tout simplement parce que vous allez voir que ça va vous permettre de mieux cerner les attentes du commentaire littéraire. En effet, ne pas savoir les caractéristiques d'un courant, d'un mouvement littéraire vous enlève une partie de l'analyse possible d'un axe d'étude le jour de l'écrit. Par contre, être capable de cibler un auteur dans son siècle, dans l'appartenance à un mouvement littéraire, vous permettra de trouver des pistes d'analyse intéressantes. Si par exemple on voit la date 1550, on peut tout de suite penser à l'histoire de l'humanisme, ses caractéristiques, ses fondements et ce qui en fait l'essence même d'un mouvement majeur au XVIe siècle. Et donc, c'est un point qui vous est primordial pour réussir cette épreuve. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un mouvement qui est significatif et majeur du XXe siècle, qui est le surréalisme. Alors, resituons le surréalisme avant tout chronologiquement. Pour vous aider, prenez comme ancrage le début de ce mouvement en 1918 et plus ou moins sa fin en 1939. Alors vous avez remarqué, ce sont les dates de la fin de la Première Guerre mondiale et du début de la Seconde Guerre mondiale. Donc effectivement, c'est un mouvement qui va être avant tout, qui va épouser l'histoire, la grande histoire avec un grand H. Revenons un tout petit peu en arrière. Nous sommes en 1914 et la déclaration de la guerre met fin à l'insouciance de ce qu'on a appelé la Belle Époque, nom qui avait été donné a posteriori à la période qui s'étendait de la toute fin du XIXe siècle jusqu'au début de la Première Guerre mondiale et qui reflétait le sentiment pour bon nombre d'Européens, l'idée d'un moment pacifique et heureux. L'économie était florissante, il y avait une grande stabilité des monnaies, bref, ça a été une période justement euphorique. Mais 1914, bien sûr, inaugure une période sombre, terrible, dramatique, tragique, et le sacrifice de millions d'hommes qui ont combattu pendant 4 ans va annoncer une nouvelle façon de voir justement les événements. Et c'est dans ce contexte que le surréalisme naît après la Première Guerre mondiale en réaction justement aux valeurs bourgeoises de l'époque. Ils vont se faire l'écho des bouleversements sociaux, politiques de cette première partie du XXe siècle et leur idée consiste par l'art à remettre en question les formes traditionnelles héritées du XIXe siècle. Alors il faut savoir tout d'abord que ce surréalisme a été initié par un nom que vous devez absolument connaître qui est André Breton. Ce mouvement appelle à une révolution à la fois politique et poétique pour libérer les forces créatrices. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez par la suite pourquoi on a très souvent ces auteurs surréalistes qui vont être impliqués politiquement. Alors l'origine de ce mouvement, on vient de le dire plus ou moins, c'est un mouvement marqué par la guerre. Ils ont, ces auteurs, ces artistes, connu cette guerre mondiale, cette Première Guerre mondiale et ils vont connaître, la seconde. Ce sont, Éluard, Breton, Aragon, mais aussi d'autres et leur art est d'autant plus marqué par cette vision qu'ils ont eux-mêmes été mobilisés en tant que, militaires, infirmiers. Ils ont côtoyé les souffrances psychologiques des soldats dans les tranchées et donc ils savent, si on peut dire un peu comme ça, de quoi ils parlent. Et par réaction, ils vont rejeter toutes les valeurs qui ont conduit aux atrocités de la Première Guerre mondiale, comme la notion de patrie ou d'obéissance. Ils vont s'engager politiquement, souvent en se ralliant au Parti communiste français pendant l'entre-deux-guerres, mais pour certains, ils s'en détacheront au fur et à mesure et deviendront d'ailleurs résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, comme par exemple ces noms qu'on a évoqués, Éluard et Aragon. Retenons tout d'abord qu'ils remettent en question les valeurs de la bourgeoisie, de l'art conventionnel et de ce qu'ils appellent le conformisme. Ils ont avant tout comme objet de changer la vie, de, je cite, « ruiner toute idée de famille, de patrie, de religion ». Et ce que je viens de citer à l'instant, c'est une partie du manifeste du surréalisme qu'écrit André Breton en 1930. Alors il est intéressant quand même de comprendre les sources des surréalistes. Ils s'inspirent de quel auteur, de quel artiste? Tout d'abord, retenez bien qu'ils se réclament
de Baudelaire et de Rimbaud. Alors pourquoi? Parce que le premier a théorisé l'émergence de la modernité en art. Et puis le second, ce fameux poète voyant, Rimbaud, avait expérimenté le concept baudelairien. Et donc, ces deux auteurs, pour les surréalistes, sont considérés comme des artistes qui ont bouleversé non seulement la conception de la poésie, mais ont également changé la représentation de la littérature dans la société. Deux autres auteurs aussi sont des sources d'inspiration pour eux. Retenez bien ces noms, Nerval et Lautréamont, auteurs du XIXe siècle. Pourquoi? Parce que les créations de Nerval et de Lautréamont sont marquées par le goût du rêve, de l'émergence de l'inconscient. Et pour les surréalistes, ces deux auteurs, mal compris en leur temps, vont représenter des modèles pour cette génération d'artistes qui vont être à la recherche des puissances insondables de l'âme. Donc, les deux premiers, la modernité, les deux seconds, l'idée du rêve et de l'inconscient. Vous allez comprendre petit à petit comment ces briques vont se mettre en place pour caractériser les œuvres, cette fois-ci, des surréalistes. Et puis, troisième point, nous sommes en 1916 et un nom qu'il faut que vous connaissiez aussi, Tristan Tzara. Tristan Tzara, en fait, inaugure un mouvement qui va s'appeler le mouvement Dada, marqué par son caractère subversif. Le manifeste Dada apparaît en 1918 et quelle est l'idée? Eh bien, de partir en guerre contre toutes les institutions et toutes les valeurs bourgeoises. Et ses membres étaient des intellectuels subversifs et s'inscrivaient dans un esprit de révolte, rejetaient les conventions sociales, artistiques. Et donc, le surréalisme va s'inspirer aussi du dadaïsme. Je rappelle tout simplement le mot dada a été trouvé en ouvrant au hasard du dictionnaire la page DA, dada, donc la rubrique DA qui a donné ce nom. Et ce côté hasard aussi va se retrouver chez les surréalistes. Et donc le surréalisme va s'affirmer à la suite du dadaïsme comme une violente réaction à l'absurdité et à l'horreur de la guerre. Et vous avez donc le surréaliste qui va se détacher petit à petit du mouvement Dada avec l'idée qu'ils vont s'inspirer pour trouver leur nom du sous-titre d'une pièce de Guillaume Apollinaire qui s'appelait Les Mamelles de Tirésias. Il y avait marqué drame surréaliste et donc ils vont s'inspirer d'Apollinaire. C'est pour ça qu'on considère aussi qu'Apollinaire est l'initiateur de ce nouveau mouvement après Première Guerre mondiale. On a donc Baudelaire, Rimbaud, Nerval, Lautréamont, Tzara, Apollinaire, la dernière source d'inspiration des surréalistes. Ça peut vous paraître étonnant, mais n'a rien à voir avec le domaine littéraire, mais plutôt le domaine de la psychanalyse. En 1900 paraît l'interprétation des rêves qui a été écrit par le fondateur de la psychanalyse moderne, c'est Sigmund Freud. Et son interprétation des rêves va être traduite en français et vous comprenez que les auteurs surréalistes, marqués par l'idée de l'inconscient, vont s'inspirer de ses écrits, vont s'approprier les théories de Freud avec cette idée qu'ils vont chercher à libérer l'homme des contraintes extérieures, sociales qui pèsent sur lui. Voici donc toutes les sources qui vont permettre le lancement véritablement de ce nouveau mouvement. Alors, quelles sont les particularités d'écriture propres aux surréalistes? Retenez aussi la parution en 1920 du premier poème surréaliste Les Champs magnétiques de Philippe Soupeau. André Breton va prendre ce poème comme la référence de tout ce qui va fédérer les artistes autour du surréalisme, puisque vous verrez, on l'évoquera par la suite, il n'y a pas eu que des poètes, mais il y a aussi eu des peintres. Alors, en 1924, suite à ses premières expérimentations poétiques, André Breton va rédiger le Manifeste du surréalisme, dans lequel il définit une des premières caractéristiques d'écriture, c'est la fameuse écriture automatique. Particularité d'écriture proposée donc par les écrivains surréalistes qui consiste à échapper au contrôle de la pensée grâce à un style libéré des conventions artistiques. C'est-à-dire que vous écriviez sur la page blanche tout ce qui vous passait par l'esprit. Et donc on avait des associations surprenantes, issues de métaphores, de comparaisons, qui laissaient libre cours
à l'imagination. L'écriture automatique va donc consister à écrire le plus vite possible tout ce qui vient à l'esprit sans le filtre de la raison. Et le poète était plongé alors dans un état proche de l'hypnose et devait retranscrire librement ces associations d'images dictées par son inconscient et ses rêves. Et donc vous aviez une sorte de jeu collectif d'écriture qui vont se développer, qui vont être proposés à rebours du triomphe romantique qui prônait l'individualité. Le surréalisme développe cette idée d'une poésie collective. Et ça, c'est une nouvelle idée qu'il faut retenir. Donc, vous aviez des séances communes durant lesquelles les poètes se réunissaient pour se livrer aussi à des exercices basés sur l'humour noir, qui les caractérisait aussi beaucoup. Et pendant ces séances, ils vont inventer le jeu du fameux cadavre exquis, qui consistait à commencer un vers qu'un autre poursuivait, et au fur et à mesure, chacun proposait un élément sans savoir ce que le voisin avait écrit précédemment. Et donc, on avait des phrases avec des sujets, verbes, compléments, compléments circonstanciels, et lorsque l'on assemblait toutes les contributions, on obtenait ces fameux cadavres exquis parce qu'il y avait une réalité assez surprenante. Et comme le premier énoncé qu'ils ont expérimenté avait abouti à un jeu de phrases qui était la suivante: le cadavre exquis boira le vin nouveau, ils ont appelé cet exercice de style de cette façon-là. Et ce jeu de cadavre exquis est devenu désormais célèbre. Donc on voit bien déjà ici comment le projet des surréalistes accorde une grande importance à l'aspect collectif, mais surtout aux forces créatrices de l'inconscient. Les techniques d'écriture sont donc basées sur cette idée de l'automatisme, la dictée sous hypnose, qui vont être des activités qui vont les passionner. Alors, quelles sont, maintenant qu'on a vu les caractéristiques d'écriture et cette démarche d'écriture automatique, quels sont les principaux thèmes qu'abordent les surréalistes? Eh bien, tout d'abord, vous avez le thème de la femme qui est omniprésent. Pourquoi? Parce qu'elle est source d'inspiration majeure, elle est célébrée par de nombreuses et multiples images que vous retrouverez dans leurs poèmes. J'en passe, bien sûr, les plus célèbres chez Éluard et Aragon. La thématique de la femme va bien sûr de pair avec la thématique de l'amour fou, avec très souvent l'évocation de l'expérience de la passion amoureuse qui est célébrée maintes et maintes fois. On exalte la femme aimée avec l'idée de l'artiste qui s'affranchit des conventions en évoquant un idéal pur et intense. Il y a la thématique aussi du choc de la rencontre et l'évocation du désir amoureux qui, pour les surréalistes, sont les 2 éléments moteurs qui vont déclencher la force créatrice. Et donc, le surréalisme devient un véritable briseur de chaînes, c'est l'expression que va utiliser André Breton pour montrer comment il va briser ces thématiques qui ont déjà été exploitées, explorées bien sûr dans la poésie des siècles précédents, mais pour eux, c'est vraiment ça la modernité. Ils vont créer cette force poétique indéniable. De la même manière, les impressions que suscite le rêve, les rencontres, les images qui sont nées du hasard, ouvrent sur un monde nouveau qui échappe au contrôle de la raison. Et donc, l'idée chez les surréalistes, c'est aussi de chercher le merveilleux dans la réalité et dépasser les contradictions apparentes entre le rêve et le réel, et ce, par le biais de l'évocation de la femme aimée. Alors vous l'avez compris, il y a véritable élan poétique, impulsé par tous ces poètes surréalistes. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que le surréalisme, qui est multiple, inventif, ludique, va aussi révolutionner la vie en métamorphosant tous les autres domaines artistiques. Donc là, on s'éloigne de la littérature, mais cela peut être utile d'évoquer ce que l'on va justement aborder en guise, par exemple, d'ouverture à un commentaire littéraire à l'écrit. En effet, majoritairement, on parle de poésie surréaliste, mais dans d'autres domaines des arts, vous avez aussi l'expression surréaliste. Par exemple,
Dans le domaine de la peinture, vous retrouverez des grands artistes comme Max Ernst, Salvador Dali ou encore René Magritte qui, par leurs images oniriques, leur système de collage, vont eux aussi, à leur façon, questionner la perception du réel à la frontière entre le rêve, l'onirisme et l'inconscient. Dans un autre domaine, vous avez aussi le cinéma qui a été marqué par le surréalisme avec un cinéaste que vous connaissez peut-être de nom, Louis Buñuel, dont les visions provocatrices et poétiques sont illustrées dans nombreux de ses films. Et puis, un autre artiste, hein, qui est évoqué d'ailleurs sur l'infographie qui synthétise cet épisode, c'est Marcel Duchamp qui, lui aussi a contribué à modifier le regard, porté sur l'objet d'art avec ses fameux ready-made, ces objets du quotidien, qu'il transforme, de façon anecdotique et aussi, comique ou, de manière légère. Et donc on voit bien, pour, résumer, que le surréalisme dépasse la sphère, littéraire et c'est ça aussi certainement qui a fait sa force et sa puissance pendant toute cette période, de l'après-Première Guerre mondiale et ce qui va être, l'annonce de cette, Seconde Guerre mondiale 1939. Et en fait, si le surréalisme est né de l'espoir, révolutionnaire du communisme après 14-18, en fait, c'est la politique qui va justement séparer tous ces intellectuels et ces artistes. En effet, dès 1929, André Breton va commencer à prendre ses distances avec le parti communiste qui réclame plus d'engagement politique et moins d'esthétique. Et puis, réputé comme étant un peu aussi autoritaire, Breton va successivement se fâcher avec les artistes qui représentaient le mouvement, Aragon, Desnos. Éluard va prendre ses distances et puis l'entrée dans la Seconde Guerre mondiale va en quelque sorte achever de dissoudre le groupe, certains en rentrant aussi dans la résistance comme René Char ou encore Éluard, alors que Breton, lui, décide de partir aux États-Unis. C'est la raison pour laquelle on estime que 39, c'est la fin du mouvement, même si après la guerre, vous avez eu un sursaut avec des expositions internationales autour du surréalisme. On considère que voilà, c'est vraiment 1839 qui achève, qui permet d'achever ou de cerner ce mouvement. Mais ce qu'il faut retenir surtout en guise de conclusion, c'est que le surréalisme a vraiment révolutionné l'art au XXe siècle, en influençant tous les domaines artistiques que l'on vient d'évoquer. Cinéma, peinture, et c'est vrai que j'aurais pu aussi parler de l'architecture, avec peut-être un architecte très connu que dont vous avez sûrement entendu parler, qui est Le Corbusier. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le surréalisme, son côté provocateur, son côté ludique, déjanté, décalé, il n'empêche que ces nombreux jeunes gens ont voulu véritablement changer radicalement le monde, leur vision du monde. Et c'est en cela qu'on peut aussi parler d'une sorte de révolution surréaliste, hein. Ils ont quelque part détruit ou fait avancer des valeurs propres à une société. Est-ce que c'est pas ça aussi l'art, c'est-à-dire de bousculer, d'innover et de faire rentrer dans la modernité? J'espère qu'à travers cet épisode consacré à l'histoire littéraire, vous avez pu donc percevoir l'importance de ce mouvement du XXe siècle qu'a été le surréalisme, mouvement d'ailleurs qui est bientôt dans les derniers qui vont apparaître au XXe siècle et qui marque vraiment cette caractéristique d'un mouvement qui souhaitait fédérer un groupe autour vraiment d'un travail collaboratif et collectif. N'oubliez pas aussi qu'avec cet épisode, vous avez 2 infographies qui accompagnent votre écoute. L'une part, la chronologie qui vous permet de situer un petit peu le mouvement dans son siècle et sa période, donc entre 14-18 et le début de la Seconde Guerre mondiale 39. La seconde, comme d'habitude, vous permet de synthétiser l'essentiel de l'épisode. Et puis d'ici là, je vous dis donc à très vite pour d'autres épisodes sur Clapotis.